Shall we see if Mr. Slater wins this time? Jack Slater can't lose. Never has, never will. Il faut s'imaginer le regard du garçon de 8 ans qui découvre, en plein hiver 1975, en évitant 2 plaques de verglas, l'affiche des Dents de la Mer sur le cul d'un bus. Il voit dans ce cadre au 8e immergé, quoique transparent, une puissance obscure et pyramidale. Et cette silhouette nue et offerte, allongée, dont on promet qu'elle sera la première, le renvoie à la situation dans son lit, le plafond bas de sa chambre, et toutes les créatures menaçantes qu'il subodore sous son matelas, jusqu'aux abysses d'un enfer incertain. Rarement une affiche aura autant annoncé son programme, au point de pouvoir se contenter, une fois dans la salle, de nous suggérer tout ce qu'elle a déjà montré. Ce qui tombe bien lorsqu'on a failli, d'un film, ne pouvoir rien filmer, ni monter, ni montrer. Croyez-le ou non, mais il fut un temps où le nom de Steven Spielberg ne signifie rien à personne. En 1974, lorsqu'il se dépatouille avec le roman bancal de Peter Benchley, une histoire de requin mangeur d'hommes boursouflé d'intrigues secondaires sur fond de mafia et d'infidélité conjugale, il n'a que 27 ans. Quelques épisodes de série dans son CV, dont le pilote de Colombo, et un téléfilm, Duel, qui remportera le Grand Prix du premier festival d'Avoriaz. Son long métrage, Sugarland Express, un road movie teinté de kidnapping, ne sortira qu'en mars-avril, et l'indétrônable Lou Wasserman, pape de la Universal, voit d'un mauvais œil l'obstination de Richard Zanuck et David Brown à vouloir confier un projet ambitieux de 3,5 millions de dollars à ce jeune chevelu, ignorant heureusement qu'il en coûtera le triple. Mais le binôme a le nez creux et les coups des franches pour avoir l'année précédente battu tous les records d'entrée grâce à l'arnaque de George Hill avec Paul Newman et Robert Redford. On les laisse donc jeter leur jeune poulain en pâture au squal. C'est tout au moins littéralement l'idée de David Brown lorsqu'il suggère à Spielberg, afin d'accélérer la production, de dresser 2 ou 3 grands requins blancs pour qu'ils fassent des sauts dans des cercles devant sa caméra, comme autant de Flipper le dauphin. Peu convaincu des connaissances océanographiques de son producteur, Spielberg préfère se souvenir de la pieuvre géante de 20 milieux sous les mers et convoque le vétéran Bob Maté pour construire 3 requins mécaniques en polyuréthane d'1,5 tonne à 150 000 $ pièce, manipulés par 13 personnes. Autant de doigts dans l'engrenage de joujoux bruyants qui s'avéreront complètement inopérants, rendant le tournage chaque jour impossible. Des 52 prévus, le calendrier passe à 155, avec seules 32 secondes d'images quotidiennes exploitables, quand bien même celles où les poissons louches, gueules béantes, rendent Richard Dreyfuss et Brian De Palma hilars. Le cinéphile n'a pas de mal à transposer alors Zanuck ou Brown en Kirk Douglas et Spielberg en Walter Pidgeon dans Les Ensorcelés de Vincente Minnelli, en 1952. Lorsque l'un producteur, l'autre réalisateur, se voit confier la mise en chantier d'une obscure série B intitulée Le Crépuscule des Hommes-Chats. Et moins encore la similitude de leurs visages déconfits devant les costumes d'Eddie Félin et leurs requins de pacotille. Of course, they need freshening up. They've been hanging for quite a while. I can't get into this thing. Don't worry about it. Sauf que la séquence suivante a tôt fait de répondre au problème des Dents de la Mer. Comment illustrer à l'écran la phrase fondatrice de toute l'œuvre horrifique d'Howard Phillips Lovecraft, et soudain il vit l'indescriptible. What scares the human race more than any other single thing? The dark, of course. And why? Because the dark has a life of its own. In the dark, all sorts of things come alive. Suppose we never do show the Catman. Is that what you're thinking? Exact. No Catman. Vincente Minnelli fait ici directement référence à l'un de ses pairs, le français Jacques Tourneur, véritable contrebandier d'Hollywood, surnommé le magicien de la suggestion, et plus particulièrement à La Féline sortie 10 ans plus tôt. Dans ce budget minuscule à 134 000 $, Simone Simon incarne une jeune Serbe fraîchement débarquée à New York, dont la libido naissante fait ressurgir une malédiction moyenâgeuse. La nuit, elle se transforme en panthère. Du moins le suppose-t-on, parce que de panthère, nous n'en voyons guère. Tourneur ne la suggère que grâce à des sons hors champ ou des ombres, se contentant de faire passer son poing devant un projecteur dans une séquence de piscine demeurée mémorable. Outre le noir opaque, Tourneur se sert des 4 côtés du cadre comme frontière propice au surgissement,
telle cette main dans Rendez-vous avec la peur, dont on se demande bien ce qu'il y a au bout. Parfois rien, et c'est pire, se souviendra de nouveau Steven Spielberg dans Jurassic Park. De là à supputer que le fameux coup du chat, pratique résurgente et usée à la moelle de la B à la A, est un hommage aux deux techniques de tourneur, il y a une ombre sur le seuil Lovecraftien où nous éviterons de poser le pas. Mais pour Spielberg, il ne reste plus qu'à mettre en place le processus. S'il n'y a que 3 séquences nocturnes dans Les Dents de la Mer, il a un avantage sur Jacques Tourneur et ses copieurs. Une ligne et un hors-champ supplémentaire, tous les deux dans le champ. Un champ opaque, en l'occurrence la surface de la mer, d'où tout peut survenir à chaque instant. Dès lors, pourquoi vouloir se casser la tête à dévoiler le requin en entier, voire même tout simplement le montrer? À part quelques scènes indispensables où on doit voir la tête de l'arête, le carcharodon carcarias d'opérette est renvoyé aux orties, tout au moins à ses algues artificielles, et Carl Gottlieb, le scénariste, est rappelé afin de réécrire le script au jour le jour. Ce qui soulage les interprètes qui improvisaient, comme ils le pouvaient, face à soit l'invisible, soit le risible. Et de pouvoir enfin jeter à la corbeille les pages du joli storyboard qui voulait voir le requin sauter par-dessus le bateau dans un final scientifiquement contestable. Il faut littéralement noyer le poisson. Et dès lors que le signifié est en cale sèche, il est impératif de lui trouver des signifiants en surface. À commencer par celui qu'offre un requin de sa physionomie naturelle, son aileron angulaire. Vous savez comment on calcule sa longueur, nous indique Flint, alias Robert Shaw, en calculant la distance de sa nageoire dorsale à la queue. Il suffit d'un bon intervalle entre les deux, monter sur un simple rail, et le spectateur évaluera la monstruosité de la poiscaille, imagine tout simplement Spielberg. C'est la méthode qu'il emploie pour la séquence de l'estuaire, mais notons que goguenard, il en révélait l'astuce la minute précédente avec la blague fomentée par les deux sales gosses. Mais c'est lorsqu'il commence à réfléchir aux pièces à disposition dans son mécano que Steven Spielberg révèle ses qualités de cinéaste inventif, car toujours apprenti. Et si, afin d'intensifier le suspense, on rajoutait une inconnue entre le signifiant et le signifié, à savoir la distance qui les sépare? Le fruit de cette réflexion s'illustre dès la 24e minute dans la séquence de cinéma pure, digne d'un Buster Keaton, qu'est celle du ponton. Deux ahuris, convaincus de pêcher la bête comme la blette, accrochent le gigot volé à la bourgeoise à un pneu et ce dernier à une chaîne avant de jeter le tout à l'eau. Le bref insert de cette chaîne, quand sa mort et qu'elle se déroule, est le plan charnière autour duquel toute la séquence s'articule. De combien de mètres l'a-t-on vu se dérouler avant que le requin n'arrache le ponton, emportant l'un des pêcheurs, et qu'il fasse demi-tour? À combien la mâchoire est-elle de ses semelles? Tout bien considéré l'espace, le squale devrait l'avoir depuis bien longtemps croqué ou dépassé, voire même faire des pâtés sur le sable. Mais nous tremblons à cause de ce leurre qu'elle insère sur la chaîne. Spielberg nous incite à croire en l'improbable et rit sous cape lorsque le ponton s'échoue sur le rivage. C'est ce qui différencie ici le montage interdit et la Usual Suspect de l'astuce cinématographique chère à Hitchcock sur qui nous allons revenir. Jouer avec le spectateur mais ne jamais se jouer de lui. Le faire se concentrer sur un détail pendant que l'on exécute son tour de magie. En bon conteur, Spielberg nous a délivré au passage une information indispensable au récit et qu'il va renforcer. Son requin invisible est doté d'une force peu commune. Et il faut maintenant trouver des palliatifs aux pontons qui n'ont pas l'habitude de dériver en pleine mer afin d'illustrer ces singularités de purs monstres de cinéma. Tel sera l'office des barils jaunes que nous croyons dans un premier temps anecdotiques. Habitué à la pêche au gros, Flint les utilise afin d'épuiser ses proies hameçonnées ou peut-être harponnées. Le premier est d'abord purement fonctionnel pour les personnages autant que pour le public. Il identifie la présence du requin. Mais tout aussi malin que son grand blanc, Spielberg en pervertit la fonction. Lorsque le baril surgit soudain face au bateau comme s'il s'était détaché, c'est pour nous piéger nous et les protagonistes, suggérant au passage que son requin est mu par on ne sait quelle intelligence contre nature. Le second baril filant sur l'écume stupéfie Flint quant à sa vitesse, puis, lorsqu'il coule à son tour, l'enrage quant à la puissance qu'il induit. Tant que nous y sommes, rajoutons-en un troisième, puis l'embarcation avec,
que le squale se met à traîner tel le vulgaire flotteur d'une ligne à brocher. S'il fallait encore démontrer que le cinéma est une économie, visuelle et financière, elle repose ici sur le paradoxe qu'au final, ce seront les accessoires de rebut peints en jaune qui remplaceront une perte de quasi 500 000 $ en faux requin blanc. Car les barils n'évoquent plus le requin. Ils sont devenus le requin. Puissance, vitesse et intelligence. Lorsque nous découvrons celui à la balise, solitaire et nonchalant, ballotté sur les vagues en pleine nuit face à l'orca, nous savons que proie et chasseurs ont désormais changé de camp, que l'irrémédiable a pris son essor. Dès lors, croire qu'un autre cadre, une cage, saurait les en protéger est un nouveau leurre. Spielberg et son requin, invisible mais indissociable, ne cessant de transgresser les horizons et les lignes de ces cadres depuis maintenant bientôt 2 heures. Il en va de même lorsque Spielberg doit illustrer la menace évoluée dans son élément naturel, et ceux qui, inconscients, y batifolent. Si l'idée d'adopter le point de vue du requin pour ne pas le révéler fut saluée à l'époque et exploitée depuis à tout va, tout un pan du cinéma fantastique, voire policier, l'avait déjà ponctuellement emprunté. Ainsi, en 1953, dans Le Météore de la nuit, le philosophe de la série B, Jack Arnold, personnifiait son extraterrestre en caméra subjective, d'autant plus identifié par un trucage optique suggérant son œil unique et globuleux. De Jack Arnold, Steven Spielberg semble souvent se souvenir lorsqu'il tourne Les Dents de la Mer, et plus justement d'un autre film d'horreur aquatique, L'étrange créature du lac Noir. La mise en parallèle de certains plans est révélatrice ici de l'adage qui voudrait qu'en art le sage n'invente rien. Il perfectionne ou fait sa matière de ceux qui l'ont précédé. En va-t-il même de John Williams lorsque nous surprenons son thème en mi et fa répété dans une œuvre datant tout de même de plus de 20 ans? Et du fait que les 2 créatures soient éliminées grâce à une bouteille d'air comprimé, quoi de plus opposé en effet à l'eau? Au trio des inspirateurs, en matière de film à suspense, il en manque évidemment un que Steven Spielberg va rapidement convoquer. On connaît peut-être une anecdote où Spielberg se glisse sur le plateau du dernier film d'Alfred Hitchcock, Complot de famille, en 1976. Il aperçoit son maître assis au loin, lui tournant le dos. Le gros bonhomme lève le doigt vers un assistant, lui glisse quelques mots à l'oreille, pour qu'aussitôt le technicien fonce vers le jeune cinéaste pour lui demander de quitter le plateau. « Vous dérangez, monsieur Hitchcock ?» C'est que la fourmi n'est pas prêteuse et qu'elle a repéré depuis fort longtemps les emprunts à son œuvre récurrent dans Duel et Les Dents de la Mer. Dans le premier, alors que le camion semble vouloir littéralement violer la voiture contre un train de marchandises, Spielberg reprenait ouvertement le surdécoupage de la séquence de douche dans Psychose, commutant au cercle du pommeau et de l'œil ceux de roue et de rétroviseur. Dans le second, outre le fait que Brody souffre d'aquaphobie, tel James Stewart de Vertige dans Sueur froide, alias Vertigo, il lui vole le travelling compensé, acrobatie de focale et de caméra sur rail, suffisamment rare et peu discrète pour que la référence saute aux yeux. Plus tard, après le décès de son mentor, il citera dans Rencontre du troisième type non seulement la mort aux trousses, avec un hélicoptère qui sulfate là où il n'y a rien à sulfater, reprendra la séquence du Mont Rushmore où Cary Grant retenait par la main Eva Marissin, tout comme dans Les Dents de la Mer, mais fera en sus retentir par haut-parleur le titre original du film, North par Northwest, lorsqu'un technicien indique qu'il y a un signal nord-nord-ouest. Gageons néanmoins qu'Hitchcock a été plus jaloux qu'en colère, qu'un jeune prétentieux lui vole désormais la vedette et la première place du box-office, Les Dents de la Mer donnant naissance cette année-là au terme de blockbuster. Car s'il en est un qui pourrait s'agacer, c'est bien Steven Spielberg. Jaws, mâchoire dans sa traduction, mais lui-même préfère le titre français, deviendra l'œuvre étalon de toute la production de films de monstres qu'on ne voit pas, d'Alien as Descent. C'est sans conteste celle qui aura été la plus parodiée et imitée de toute l'histoire du cinéma. À commencer par Spielberg lui-même dans la séquence qui ouvre 1941, ou celle d'Y a-t-il un pilote dans l'avion des Zucker à Bram Zucker. En 1978, soit 25 ans après la sortie des Vacances de Monsieur Hulot, Jacques Tati décide de retourner le gag du kayak pour faire un clin d'œil aux Dents de la Mer et de rééditer le film dans cette nouvelle version. La même année, Spielberg a empêché des poursuites contre Roger Corman et Joe Dante à la sortie de Piranhas, préférant confier à ce dernier Gremlins
son E.T. avec des dents. L'ouverture est reprise quasiment plan par plan dans celle du Pacte des loups de Christophe Gans ou de Jeepers Creepers 2 de Victor Salva, là avec des rochers en guise de surface de mer, ailleurs un champ de maïs. Les ultimes avatars envoient aujourd'hui des requins en tornade ou dans l'espace dans la série Potage des Sharknado, plus de 40 ans plus tard. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent avec Charlie Chaplin, la réussite des Dents de la Mer relève, une fois encore, d'un processus né de la frustration, du manque, pour aboutir à l'utilisation de toutes les formes singulières qu'offre la grammaire cinématographique à partir du moment où elle est pensée. Si comme il l'a décrété un jour une image vaut 1000 mots, elle peut s'avérer trop bavarde, et Steven Spielberg avouera plus tard que, s'il avait eu des moyens numériques, le film aurait eu de fortes chances d'être un navet, le cinéma étant un art de la suggestion et non de la pornographie. If Jaws never existed, except in the year 2005, I would have had the digital tools to have much more of the shark in the movie. Therefore, I would have ruined much more of the movie. D'ailleurs, le gamin du début a tout fait d'abandonner ses désirs d'étudier les fonds sous-marins et ses mystères, lorsqu'à peine plus mature, il comprit que les barils jaunes promettaient une fascination plus intense qu'un requin très aléatoire, qu'il s'était joliment fait avoir, que les ombres de sa propre caverne de Platon n'étaient rien d'autre que celles offertes par le projecteur derrière lui. Car tel est tout le paradoxe de l'image et du cadre. Il nous suggère un monde à notre convenance qui appartiendrait à un autre s'il était crûment dévoilé, renouant là avec toute la force des contes et des monstres sous le matelas de notre enfance.